L'intervenant que nous recevons ce soir a foulé du pied les plus grandes salles du monde entier, de la Comédie Française à l'Opéra de Pékin, en passant par le Théâtre de Chaillot ou la Cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. On peut dire que Daniel Mesguich est un homme de théâtre accompli. Ancien élève du conservatoire, sorti en 1973 et ayant eu comme professeur l'éminent Antoine Vitez, Daniel Mesguich a immédiatement fondé sa compagnie, le Théâtre du Miroir, et est à l'initiative de plus de 100 projets de mise en scène, d'une quinzaine à l'opéra, et de 40 rôles, de plus de 40 rôles au cinéma. En parallèle de cette prolifique carrière de metteur en scène, d'acteur et d'enseignant, il a été le plus jeune professeur du conservatoire dès 1983, une institution qu'il a ensuite retrouvée pour devenir directeur du conservatoire de 2007 à 2013. Alors avant de commencer cette interview, Daniel Mesguich, j'aimerais que nous passions un extrait d'un film d'Alain Robbe-Grillet de 1983 intitulé La Belle Captive. Il y a deux questions qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première, c'est Alain Robbe-Grillet, qui d'abord, avant d'être cinéaste connu comme écrivain, je connais l'importance que vous apportez aussi. Et là, le paradoxe dans La Belle Captive, c'est que c'est surtout un travail sur l'image qu'il a voulu mettre en place avec un très grand chef opérateur qui s'appelait Henri Alcan. Et la deuxième question, c'est donc le paradoxe d'un écrivain qui passe derrière la caméra. C'était pas son premier film, Alain Robbe-Grillet, il y a cette envie de parler par l'image aussi, et avec les acteurs bien sûr. Et la deuxième question, c'est le théâtre qui est présent dans cet extrait, puisqu'il y a les rideaux de théâtre, il y a la carte postale, évidemment en référence à Magritte. Donc on voit qu'il y a aussi ce rapport théâtre-cinéma qui existe, y compris dans les films d'Alain Robbe-Grillet. Donc j'ai envie de vous faire réagir sur ces deux notions, texte et théâtre, à travers ce film La Belle Captive. Bonsoir d'abord, merci de cet extrait. Je n'ai pas vu La Belle Captive depuis 30 ans, je ne sais plus, enfin depuis que ça a été fait en tout cas. Je ne l'ai jamais revu. Et j'étais étonné parce que j'avais oublié tout ça. Alors je ne sais pas bien répondre, ça commence mal, je ne sais pas bien répondre à la question. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il y avait deux forces pendant le tournage avec Alain Robbe-Grillet. La première était qu'il est effectivement, il est mort, il était effectivement avant tout un écrivain, mais au sens large du terme. On pourrait dire comme d'autres, comme Pagnol, comme Duras, comme Guitry, comme plein de gens qui écrivaient et qui d'autre part ont fait des films. Mais lui était moins naïf peut-être que ces gens-là, enfin Duras je ne sais pas, mais en tout cas moins naïf que Pagnol ou Guitry. Ça ne veut pas dire que Pagnol et Guitry étaient idiots, ils étaient très intelligents, mais ils étaient sans doute plus naïfs parce qu'ils n'avaient pas lu et relu, comme l'avait fait Alain Robbe-Grillet sans doute, le structuralisme, la psychanalyse, la sémiologie, enfin, et toutes les French theory, comme on dit maintenant. Et donc Robbe-Grillet travaillait en connaissance de cause, si j'ose dire. Mais je disais écrivain au sens large, c'est-à-dire que pour lui, l'image est du texte encore. Peut-être est-ce une banalité de dire ça, peut-être l'image est-elle toujours du texte. Peut-être n'y a-t-il que du texte. Je sais bien que ce n'est pas forcément ce qui se dit quand on fait du cinéma, mais au contraire, on dirait même, j'entends souvent dire, en tout cas, les dialogues ne doivent pas être trop littéraires, les phrases ne doivent pas être trop longues, ce qui compte c'est l'image, etc., etc. Et je l'entends bien. Mais sachons simplement que ce n'est jamais que les retombées radioactives d'un mouvement qui a eu lieu en France et en Italie. C'était le cinéma vérité d'une part en Italie et c'était la nouvelle vague en France. Mais on peut très bien imaginer un cinéma, comme ça s'est passé aussi en Italie d'ailleurs, et puis à d'autres, en Allemagne par exemple, Fassbinder par exemple était un écrivain aussi, etc. On pourrait très bien imaginer un cinéma qui privilégie presque le texte. Non pas parce que les dialogues seraient si savants, mais tout simplement parce que le texte au sens large du terme, c'est-à-dire un texte qui comprendrait même les images, qui comprendrait le son, qui comprendrait le travail de simple sémiologie. C'est une banalité de le dire, et je le rappelle comme ça presque pour rien. Quand on a découvert la sémiologie, on s'est dit, ben voilà, il y a une grande science des signes, et puis à l'intérieur de ça, il y a une science qui fait partie de ces signes et qui s'appelle la linguistique. Mais la langue est un des signes possibles, mais il y en a d'autres.
Et puis, un peu plus tard, on s'est rendu compte, ça n'est pas si chronologique que ça d'autre part, hein, c'était un peu synchrone, mais on s'est rendu compte que non, qu'il n'y avait pas de signe sans la langue. Ça n'existe pas. Si je vous trace au tableau un rond avec une barre horizontale dedans, si vous ne connaissez pas le sens du mot sens et le sens du mot interdit, vous ne comprendrez pas ce signe. Il y a donc la langue qui précède toujours. Et Rob Grillet le savait. Donc son travail de cinéaste, c'était avant tout ça. Maintenant, d'autre part, comme tous les écrivains qui ont voulu faire du cinéma, il avait un petit complexe. C'est-à-dire qu'il se disait, pourvu qu'on ne dise pas que je ne suis qu'un écrivain qui fait du cinéma. Donc il privilégiait encore plus l'image pour montrer à quel point c'était bien du cinéma qu'il faisait et non pas un roman adapté ou je ne sais quoi. Voilà. Mais le moteur même de ces films reste extrêmement littéraire, au sens beau du terme. Hein, ce n'est pas du tout une critique, loin de là, dans ma bouche. C'est de la littérature. C'est encore de la littérature. Ça fait partie, pour moi, de sa littérature, les films de Rob Grillet. Même quand il y a une débauche d'images. Le rapport avec le théâtre. Alors, pour continuer à parler de Rob Grillet, mais on parlera peut-être des rapports cinéma-théâtre autrement, Rob Grillet ne connaissait pas bien le théâtre. Comme c'était un ami, il venait voir mes spectacles, enfin, certains de mes spectacles, il a même écrit une ou deux choses comme s'il était critique de théâtre, alors qu'il ne l'était évidemment pas, et très élogieuse, très gentille, etc. Mais je crois qu'au fond, le théâtre n'était pas sa tasse de thé, et je pense qu'il n'y connaissait rien. Je le dis avec tendresse, mais je pense qu'il n'y connaissait rien. Je crois simplement que l'intéressait l'arbitraire. Et ça, c'est peut-être un ingrédient intéressant au théâtre. Alors, d'une certaine manière, il rattrapait le théâtre comme malgré lui. L'arbitraire, c'est-à-dire, il faisait partie de ces gens qui disaient surtout pas de son direct ou à peine, mais c'est en studio que ça se passe. On peut retravailler tout après, on peut tricher, on peut inventer. Plus c'est artificiel, moins c'est naturel, mieux c'est. Vous voyez bien à quel point il était à rebrousse-poil de bien des idéologies, de l'idéologie majeure, dominante de cette époque-là, et peut-être encore d'ailleurs de la nôtre. Et puis il aimait, trafiquer, travailler. Par exemple, là, ce que vous avez vu, même l'extrait qu'on a vu, c'est un trucage. C'est un trucage avec la vidéo et les moyens vidéo de l'époque. Mais bien évidemment, la fille n'est pas en même temps que les garçons que vous avez vus. C'est deux choses qui ont été mêlées. Et il adorait ça. Il adorait ce genre de choses. Il aimait les faux raccords aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un là. Il y en a un là. Je crois qu'à un moment, j'ai un imperméable, et puis dans le plan suivant, champ contre champ, et hop, je n'ai pas l'imperméable. Bon, il n'a pas inventé ça, on le sait bien. Mais ça n'empêche pas qu'il aimait ça. Ça le faisait rire. Tout ça, c'est assez théâtral. Le non naturel, si j'ose dire, le naturel au sens où naturel voudrait dire on est né comme ça, hein, on a tous, en latin. C'est naturel, quoi, c'est comme ça, sans effort, presque paresseusement, enfin, c'est comme ça la vie, alors je vais vous la filmer, etc. Ne l'intéressait absolument pas. Pas plus que ça intéresse les gens au théâtre, je crois. Ambroise. Alors, même si, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, vous êtes à l'initiative de la majorité de vos projets et vous êtes arrivé de jouer pour les autres, un petit peu au théâtre et tout le temps au cinéma. Alors, ma première question est la suivante. Quand on vous propose un rôle, qu'est-ce qui fait que vous l'acceptez ou que vous le refusez ? Là aussi, j'aimerais répondre de manière théorique, solide. Mais il y a une part de hasard, il y a une part de... C'est parce que je suis libre à ce moment-là, c'est parce que la personne était sympathique quand on a bu un café, enfin 1000 choses qui sont anecdotiques et qui n'ont pas tellement d'intérêt, en tout cas à rappeler. Mais c'est pas le rôle ne m'intéresse absolument pas, enfin je m'en fous. Je m'en fous parce que, je ne sais pas si on aura le temps d'aller si loin, mais je vais dire une chose folle, je la dis. Le personnage, ce qu'on appelle un personnage, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, n'existe pas. Ça ne veut rien dire, en tout cas pour moi. Ça n'a aucun sens de dire le personnage. Le personnage est comme ci, le personnage est comme ça, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc ça ne peut pas être le rôle qui m'intéresse. Après, j'essaierai de développer, si vous me posez la question,
pourquoi je dis personnage, mais c'est plutôt l'aventure. C'est quand je sens qu'il y a une écriture, qu'il y a un soin qui est donné, on me passe un scénario, enfin on me passait, parce que maintenant on ne demande plus rien. Hein. Je suis tellement catalogué théâtre, et les gens de cinéma manquent souvent d'imagination, enfin en tout cas beaucoup en ce moment. Je le déplore parce que j'aimerais beaucoup refaire du cinéma. Mais on ne me le demande presque plus. Ceux qui me le demandent sont les vieux. Le dernier film que j'ai fait, c'était Costa Gavras, mais il a 80 et quelques. Mais ce qui m'intéresse, c'est davantage ce que je crois être l'aventure qui va se dessiner, plutôt que tel ou tel rôle. Je suis même prêt, je l'ai dit souvent, et d'ailleurs je l'ai un petit peu fait dans des courts-métrages, à faire des toutes petites choses, une petite apparition, pourquoi pas, mais à condition que je trouve que l'aventure est belle. Voilà, donc c'est plutôt ça qui me fait, pour répondre un peu anecdotiquement. J'ai eu de la chance d'autre part, parce que les films que j'ai faits, les films pour le cinéma, parce que vous avez dit tout à l'heure 40 films pour le cinéma, hélas non, j'en ai fait moins que ça, mais c'est en mêlant aussi ceux que j'ai fait pour la télé, qu'on arrive au moins à 40. Je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'était assez heureux. C'est-à-dire que j'ai travaillé par hasard, parce que je le trouvais sympa, avec Francis Giraud, et c'était La Banquière, qui est un film qui maintenant devient un classique du cinéma, qui repasse régulièrement sur les chaînes, bon, à 3 h du matin, mais quand même, etc. Et puis, avec Romy Schneider. Avec Romy Schneider, oui. Ben, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est un classique. Et j'ai travaillé avec Truffaut, par exemple, parce que Truffaut avait vu Napoléon, que j'avais fait pour la télé, il avait trouvé ça rigolo. Il a même rajouté dans le scénario de L'amour en fuite, il a même rajouté une réplique à Marie-France Pizier. C'était « Tu trouves pas qu'il ressemble à Napoléon ?» machin, voilà, qui n'était pas du tout dans le scénario, etc. Donc c'était un peu des hasards, mais ça n'empêche pas que je suis assez content d'avoir fait les films que j'ai faits, enfin, en tout cas d'avoir participé à ces films-là, parce que ce sont tous pratiquement de très beaux films, et des films qui, non seulement qui ne me font pas honte, mais qui même me font plaisir. Alors une fois que vous avez accepté l'aventure, comme vous dites, comment travaillez-vous le rôle qui vous est offert? Est-ce que vous travaillez d'abord seul à la table, ou est-ce que la confrontation avec les autres partenaires est d'ores et déjà principale dans votre approche du rôle? Je suis très audio, je suis très musicien. Donc dans le scénario, ce qui m'intéresse, c'est le rythme des phrases que j'ai à dire. Donc je l'apprends par cœur. Je l'apprends par cœur parce que, bon, c'est devenu une banalité de le dire, je le rappelle aussi, apprendre par cœur, c'est apprendre par le cœur, c'est-à-dire c'est l'avoir en soi. Bien savoir un texte, ça a l'air d'une banalité évidemment, c'en est une sans doute, mais une banalité qui est de moins en moins partagée n'est plus une banalité. Je sais que ce que j'aime, c'est que je n'ai même pas à penser au texte que je dis. Il fait partie de ce que je suis, en quelque sorte, pendant ce moment-là, parce que maintenant, si vous me demandiez de dire des répliques de ce film, je les ai toutes oubliées. Hein. Mais pendant que je tournais, je savais le rôle, en quelque sorte, je savais les phrases. Elles faisaient partie de moi, comme j'ai 5 doigts à chaque main, et que mes doigts font partie de moi, c'est moi, mes doigts, et bien c'est moi le texte. Voilà, c'est tout. Après ça, je ne travaillais rien. Et en ce qui concerne ce film-là précisément, je ne l'ai pas fait à tous les films, mais je vais faire un aveu que j'avais avoué à Rob Grillet. Ça lui a fait tant plaisir que ça d'ailleurs. Mais moi, je trouvais ça rigolo. Tout le long du film, j'imite d'autres gens que moi. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est le passage où j'imite Antoine Vitesse, qui fait beaucoup de gestes comme ça, et qui, je ne le fais pas parce que j'ai un petit micro, mais qui se tape sur la poitrine en faisant des gestes un peu précis comme ça. Enfin, voilà. Et là, c'est Vitesse. À un moment, j'entre au tout début de la séquence, je crois me souvenir, je ne suis pas sûr maintenant, que c'était Trintignant. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, etc. À un autre moment, je rentre dans un café, ça je m'en souviens très bien, et j'avais imité Francis Huster. Alors je disais comme ça que je voulais absolument faire ça. Voilà, c'est ça. Et je m'amusais comme un fou. Et Rob Grillet ne s'en rendait pas compte pendant le tournage. Il pensait que j'étais investi dans un rôle profond, le rôle de Walter. Voilà. Et je lui ai avoué après. Enfin, mais c'est dire à quel point je n'y crois pas. Mais chaque fois qu'on dit moteur,
Je suis très sérieux, en revanche, hein, j'ai l'air de dire que je plaisante. Non, non, je ne plaisantais pas. J'étais vraiment le Walter qui est Francis Huster. J'étais vraiment le Walter qui est Jean-Louis Trintignant. Mais il y avait discontinuité dans l'âme de Walter, puisque Walter n'existe pas. Alors, vous m'entendez? C'est bon. On va continuer sur cette partie sur l'acteur. Et du coup, on avait une petite question, si vous avez une réponse. Avez-vous un rôle de prédilection qui continue aujourd'hui encore à vous habiter, après toutes ces années de carrière? Ben, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, je ne peux pas répondre, parce que ce n'est pas un rôle de prédilection, c'est quelle est l'aventure, pour garder le mot, qui m'a le plus intéressé. Ça, je pourrais répondre, et encore je ne suis pas sûr, parce qu'il y en a eu beaucoup qui m'ont intéressé. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais le rôle, ce n'est pas le rôle, encore une fois, qui m'intéresse, donc je ne peux pas bien répondre à la question. Je pourrais répondre à la question si je croyais que j'ai incarné Napoléon, ou que j'ai incarné Walter. Il s'appelle Walter, c'est bien ça, je ne me trompe pas, oui. Ou que j'ai incarné telle ou telle personne. Mais un personnage, pour moi, n'est pas une personne. Les deux mots ne sont absolument pas synonymes. Le âge qu'on ajoute à personne pour faire personnage, il se rapproche au fond de moi, de manière brouillée comme ça, au suffixe en français âtre. Vous savez comme on dit jaunâtre et non pas jaune. Personnâtre. C'est un personnâtre. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une personne. J'en ai la preuve. Aucun personnage de théâtre ou de cinéma jamais n'a pu produire ses papiers d'identité. Demandez sa carte d'identité à n'importe quel personnage, vous allez voir, il ne peut pas vous la donner. Parce qu'il n'existe pas, il n'est pas inscrit sur aucun registre. Et si vous regardez bien, ça montre, d'abord, il n'en a pas, quand il est d'époque, comme on dit maintenant, parce qu'on ne connaît plus les siècles, donc on dit d'époque, ça veut dire du Moyen-Âge au 19e. Mais d'autre part, même si c'est un film contemporain, avec des costumes contemporains, ça montre, s'il en a une au poignet, ne dit pas l'heure qu'il est dans la salle pendant que vous regardez le film. Vous voyez, donc c'est la preuve que ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas. C'est une masse de texte, une masse de désir, une masse de sens, une masse de je ne sais pas quoi, et puis après ça se découpe, ça se plie, et ça devient un film, ça devient un roman, ça devient tout ce que vous voulez. Mais les personnages n'existent pas, donc je n'y crois pas une seconde, et donc n'y croyant pas une seconde, je ne peux pas dire que c'est lui que j'aime et lui je ne l'aime pas. Vous voyez. Mais par contre, l'imitation existe, parce que vous parliez sur le film de Rodriguez, oui. Vous aviez pris plaisir à vous inspirer de telle ou telle mimique, de telle ou telle gestuelle, de telle ou telle intonation. Oui, parce que le personnage, c'est à l'époque, on disait Canada Dry. Je ne sais pas si ça dit quelque chose encore aux gens, mais c'est le Canada Dry, c'est-à-dire l'imitation d'un alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. L'imitation c'est le Canada Dry de la personne, mais ce n'est pas une personne. Alors, oui, bien sûr, il prend à des personnes. Ça ressemble à une personne. Hein. D'abord, le type, il entre, il a un nez, il a des oreilles, comme une personne, enfin. Mais ce n'est pas une personne. C'est un flux de force, c'est un faisceau de force, de désir, de tout ce que vous voulez. Et ça se coagule à un moment, ça ressemble à quelqu'un, mais ça se dissout immédiatement. Au moment où vous dites couper, après un plan, qu'est-ce qu'il fait le personnage? Alors je sais qu'il y a des cinglés qui vont dire non, il continue, il va dans la roulotte des acteurs et puis il continue à être lui, enfin, franchement. Non, il se dissout immédiatement comme un fantôme. C'est un fantôme, si vous voulez, voilà, ça ressemble un peu à un spectre. Mais vous voyez, il n'existe plus dès qu'on a dit couper. Or, je ne connais pas une seule personne qui n'existe plus quand on lui dit couper en face de lui. Oui. Et alors maintenant, une question bien plus large. En tant qu'acteur, quelle différence de jeu entre le jeu sur scène et le jeu devant une caméra? Alors ça, c'est la question la plus difficile, parce qu'il y a des mélanges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qui viennent parfois d'une infrastructure économique, hein, très souvent, des acteurs qui ont moins de succès au cinéma, on les retrouve au théâtre. Parce que le théâtre est plus accueillant, parce que c'est plus facile d'en faire, ça coûte moins cher, enfin, etc. etc. Et donc on les retrouve au théâtre, et évidemment, ils vont jouer leur grand Dieu, qu'ils adorent le théâtre, que c'est ce qu'ils ont toujours aimé. C'est pas vrai, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de film. On leur proposerait 2 films tout d'un coup intéressants, et je vous assure qu'ils ne jouent plus sur la scène. Donc mais ça se mélange. On croit que c'est un peu la même chose. D'ailleurs, on dit jouer dans les 2 cas. Pour certains,
cause d'une certaine idéologie qui va de l'acteur studio à Stanislavski pour le théâtre, ou plutôt de Stanislavski à l'acteur studio, on dirait que les gens font la même chose, enfin, ils se prennent pour quelqu'un. Ils se prêtent à quelque chose. Parfois même, on dit incarner. Moi, j'ai toujours trouvé ce mot dégoûtant, je ne sais pas vous, mais incarner un personnage, quelle horreur. Ça veut dire quoi? Que dans un grand bruit de cartilage broyé, on rentre dans la carne, dans la chair. Enfin, c'est dégoûtant. Non. Pour moi, on fait semblant. C'est même pas qu'on fait semblant, c'est qu'on fait exprès. On fait exprès de faire quelque chose. Voilà. C'est ça, jouer. Mais évidemment, ça peut ressembler à, et c'est pour ça qu'on peut entendre le mot semblant, dans ressembler, ça peut ressembler à ce qui se passerait dans la vie ou à ce qui se passerait, je ne sais où, ou dans les rêves. Mais n'empêche qu'on l'a fait exprès. Alors, ça c'est le théâtre. D'ailleurs, il y a un professeur que j'avais, parce que vous avez dit que j'avais travaillé avec Antoine Vitesse, ce qui est vrai, c'était mon, entre guillemets, maître, enfin c'était pas un maître, c'était tout ce qu'on veut, un grand frère, un copain, un génial metteur en scène, mais ce n'était pas vraiment un maître. Mais n'empêche que j'en ai eu deux, dans ce cas-là, des maîtres, parce que j'en avais un autre qui est Pierre Debauche, moins connu, moins connu, moins intello aussi peut-être, enfin moins intello. Il était tout aussi savant et intelligent et intello, sauf qu'il n'utilisait pas le vocabulaire qu'il fallait utiliser pour avoir l'air d'un penseur, ce que Vitesse faisait avec brio. Mais Debauche, il avait dit un jour un truc, alors vous allez peut-être mal le prendre, ne le prenez pas mal, c'était tendre de sa part, mais il disait le cinéma a fait beaucoup de progrès. Au début, il était immobile et en noir et blanc, pas comme dans la vie, donc, parce que dans la vie, on bouge et c'est en couleur. Et puis après, il a fait des progrès et il a réussi à bouger, comme dans la vie, mais il était toujours en noir et blanc, pas comme dans la vie. Et puis après, il a fait des progrès et il a réussi à bouger et à être en couleur, comme dans la vie. Mais c'était toujours plat, il y avait que 2 dimensions. Mais bientôt, on pourra, et d'ailleurs ça commence avec les 3D, bientôt on pourra avoir des gens en 3 dimensions, et on pourra même les toucher, les acteurs, et alors ce sera du théâtre. C'est-à-dire que ce qu'on croit être archaïque, le théâtre, dans l'esprit de Pierre Debauche, était l'avenir, au contraire. Bon, ça vaut ce que ça vaut, et c'est peut-être un peu corporatiste, mais c'est pour dire qu'on croit qu'il y a des similitudes. En réalité, je pense qu'il y en a très très peu. D'abord, l'économie n'est pas la même. Je ne parle pas de l'économie infrastructurelle, financière, etc. Ça, c'est évident. Dans l'un des cas, c'est une industrie, donc un commerce aussi, le cinéma. Enfin, ça peut l'être, en tout cas. Ce n'est pas toujours, mais presque toujours. Dans l'autre cas, on vit de la mendicité du mécène ou du roi, ou du ministère de la Culture, c'est pareil. Et puis, on vit quand c'est privé, le bon vouloir, des gens qui viendraient, qui donneraient un peu de sous, mais on ne gagne jamais d'argent, on ne s'enrichit jamais, il ne se passe jamais rien, il n'y a pas de star, parce qu'il n'y a pas de duplicata. Et donc on ne peut pas être à 15 endroits à la fois, c'était là ou jamais, et évidemment ça ne suffit pas pour toucher le monde entier. Moi je sais que je peux faire du théâtre pendant des années, et seuls m'arrêteront dans la rue des gens qui ont vu le spectacle, c'est-à-dire très très peu, même si je joue longtemps. En revanche, je fais une télé, même avec une audience minable, très très peu d'audimat, mais tout le monde m'arrête et me dit « Oh, je vous ai vu à la télé hier !» Bon, voilà. Donc c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de duplicata. La différence, Frédéric le sait bien, puisque j'avais écrit un petit truc là-dessus, dans un livre, la différence, c'est l'indifférence principale. C'est que le cinéma, qui n'a que 2 dimensions, je ne parle pas de la 3D, faisons comme si elle n'existait pas pour l'instant, peut-être que c'est l'avenir et que je dis déjà des bêtises, mais admettons qu'on reste dans le cinéma, celui qu'on projette sur les écrans, en 2 dimensions. Eh bien, le cinéma qui n'a que 2 dimensions, contrairement à la vie réelle, il y en a au moins 3, alors que le théâtre a 3 dimensions, le cinéma a des effets de vérité immenses que le théâtre n'a pas. Par exemple, et c'est un mystère, par exemple, il neige dans un film, je peux presque avoir froid, j'y crois, je vois de la neige. Alors qu'il neige au théâtre, c'est quoi? C'est des trucs de coton hydrophile qu'on fait descendre des seins, enfin, c'est une blague. Et évidemment, personne n'y croit. Le théâtre dit c'est symbolique, le théâtre dit ça vous donne l'idée de la neige. Ça dit surtout le manque de neige.
l'absence de neige, le ratage de la neige, comme en poésie, vous savez, le moindre vers sublime, et le ratage d'un autre vers sublime qu'on n'a pas réussi à écrire, et c'est pour ça que c'est sublime, parce qu'il y a un échec, en quelque sorte. Eh bien, le théâtre vit sous cet échec en permanence, me semble-t-il. Et il dit toujours, vous voyez ce micro, eh bien, on va dire que c'est une chaise, et je vais m'asseoir dessus. Le théâtre a le droit de dire ça. Il peut même dire, cette chaise est une chaise, mais c'est pas vrai. Cette chaise remplace une chaise, une vraie. Mais au théâtre, elle est fausse. Elle s'est déréalisée, en quelque sorte. J'emploie ce mot à dessein. Elle s'est déréalisée au théâtre. Au cinéma, on parle de réalisateur. Au contraire, au cinéma, on va réaliser. On va rendre ça réel, le plus réel possible. Et pourtant, il n'y a que 2 dimensions. C'est que le cinéma dit, ce que vous voyez sur l'écran a forcément eu lieu. Ça ne peut pas s'être imprimé, en quelque sorte, en numérique ou sur une pellicule. Ça ne peut pas s'être imprimé dans la mémoire scriptée, si j'ose dire, si ça n'a pas eu lieu. Il a bien fallu que quelque chose ait lieu pour que vous le voyez maintenant projeté sur un écran. Donc le cinéma dit, ça a eu lieu, ce que vous voyez. Même si c'est faux, même si c'était en studio ou je ne sais quoi, alors qu'on vous faisait croire que c'était dans le désert du Sahara, mais ça n'empêche pas que ça a eu lieu. Il y a eu un acteur qui a fait ça, voilà, ça a eu lieu. C'était vrai, si j'ose dire. Le théâtre dit, ça n'a pas lieu. Ce que vous voyez en direct n'a pas lieu. Alors que le cinéma dit, ce que vous voyez en différé a eu lieu. C'est une différence énorme, gigantesque. Voilà pourquoi le jeu de l'un, l'acteur de cinéma, et de l'autre, l'acteur de théâtre, sont très différents. C'est que c'est essentiellement au service d'une autre chose qu'on joue. D'autre part, il n'y a pas au théâtre de montage, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas d'arrangement, puisque c'est en direct. Et là aussi, ça change tout. Le montage, le cadrage même, le cadrage est toujours le même. Le cadre de théâtre est immobile. On n'a jamais vu un cadre de théâtre se promener, quoi. Grossir ou grandir. Mais tout ce que fait le cinéma, le théâtre l'avait déjà un peu fait. De manière différente, mais un peu fait. Un acteur qui, par exemple, est à l'avant-scène et recule lentement en parlant, pour entrer peut-être dans une lumière un peu plus vive, c'est comme un gros plan. Non pas il avance, mais il recule. C'est comme un gros plan. Les entrées de théâtre sont des entrées de chant, en quelque sorte. Et comme au cinéma, en tout cas en Occident, ça se lit de gauche à droite, de jardin à cour, si vous voulez, et le lointain est plus mystérieux. C'est une question de focale maintenant, mais je ne suis pas assez spécialiste, vous l'êtes sans doute plus que moi. Le lointain, au théâtre en tout cas, est plus mystérieux que l'avant-scène. L'avant-scène est trop proche de la réalité de la salle, si j'ose dire. À l'avant-scène, quand on est à l'avant-scène sur une scène, au premier rang, le premier rang pourrait toucher l'acteur s'il se penchait un peu. Il ne touche pas le lointain. C'est impossible. Le lointain est le mystère même. Voilà pourquoi un acteur qui rentrerait par l'avant-scène jardin manque un peu de présence. C'est comme s'il était chez lui, il rentre, mais c'est normal. En revanche, un acteur qui entrerait par le lointain court est un caillou qui remonte le torrent et lui, il a toutes les chances d'avoir la plus grande présence. Exactement comme au cinéma, de ce point de vue-là, enfin, sémiologiquement. Voilà. Vous ne voyez pas Lucky Luke, à la fin, quand il dit « je suis un jeune somme cow-boy », aller vers nous. Non, il va vers le lointain court, bien évidemment. C'est là-bas que c'est infini, etc., etc. Donc il y a des règles qui sont les mêmes, mais malgré tout, et essentiellement, c'est tellement différent que le jeu de l'acteur s'en trouve tout à fait différencié. Et ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas parce qu'au théâtre, il faudrait le faire beaucoup, on serait théâtral, au sens presque péjoratif du terme, dans la bouche des gens de cinéma, on dirait « oh, c'est théâtral, je t'en prie, ne fais pas ça ». C'est pas que ce serait théâtral, ou alors les films d'Orson Welles, les films de Fellini sont nuls. C'est pas non que ce serait théâtral, c'est que simplement, c'est une essence différente. C'est un rapport à la croyance différent. Voilà. Enfin, il faudrait parler beaucoup plus longuement. Alors, je vais faire ma bonne ou ma mauvaise action, je ne sais pas, c'est-à-dire poser une question très prosaïque d'économie, qui est l'économie de l'acteur. Puisque vous avez dit que le cinéma pouvait être industriel et pas le théâtre. Et donc, qu'est-ce que ça a comme incidence pour, tout simplement, le salaire de l'acteur, qui n'est pas le même au théâtre qu'au cinéma. Et donc, est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur les questions qui se posent aujourd'hui?
j'anticipe un peu sur la question de la transmission, quand on donne des cours à des jeunes comédiens, comment on se projette dans l'avenir pour pouvoir tout simplement, comme on le dit, vivre de son métier. La question de la troupe aussi, qui existe au théâtre, qui existe moins au cinéma, quoi qu'il y ait des grands cinéastes. Qui n'existe presque pas au théâtre. Presque pas au théâtre, oui. Et donc, est-ce qu'on peut aborder cette question-là, qui est la question mercantile, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on peut vivre de son métier comme comédien, et quels sont les enjeux qui se posent pour les intermittents du spectacle, du côté du théâtre comme du côté du cinéma? Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue sur cette question? On peut avoir mon point de vue, mais je crains que ce soit le point de vue de n'importe qui. Je ne vois pas ce que j'aurais de si original à dire. Moi, j'ai un cours, par exemple. D'ailleurs, je vous conseillerais de s'inscrire à mon cours. J'ai un cours qui s'intitule, en toute modestie, le cours Mesguich, et qui a lieu tous les matins. J'ai donc des élèves que je fais travailler, je leur fais travailler des scènes du répertoire, ou des scènes contemporaines, bien sûr, hein, enfin, du répertoire au sens large. Et parfois, ils me demandent le demandent pas aussi naïvement que ce que je vais dire, mais ils me le demandent, qu'est-ce que je vais devenir après, une fois que j'aurai quitté le cours? Alors, je leur réponds pas aussi durement que je le ferai peut-être ce soir, mais je leur réponds à peu près, je n'en sais rien, et ce n'est malheureusement pas mon problème. Ça l'est un petit peu, parce que je vous aime, parce que j'ai envie que ça se passe bien pour vous, et que si on me dit, tu connais pas un jeune acteur, qui immédiatement, je dis le nom de 2 ou 3 des élèves de mon cours, et je souhaiterais qu'ils deviennent tous des acteurs formidables, qui aient une vie magnifique, et qui pas forcément des stars, mais des stars aussi, pourquoi pas, encore qu'elles sont plus malheureuses que les autres. Mais en tout cas, qu'ils fassent des choses magnifiques et tout ça, bien évidemment. Mais ce n'est pas mon problème, parce que je ne crois pas qu'il faille. Alors je sais que je vais là aussi à contre-courant peut-être de certaines choses qui se disent, notamment dans les écoles de commerce, mais je ne crois pas qu'il faille que l'école soit inféodée au marché. Je suis même sûr que non. Je crois au contraire que c'est le marché qui devrait, je ne dis pas qu'on y arrive, hein, mais qui devrait être inféodé à l'école. C'est parce qu'on invente des choses formidables qu'alors il faudrait faire les films avec des choses formidables qui ont été inventées dans les écoles. Et non pas, ah, ils font ça, alors on va le faire. C'est ça qu'il faut faire, alors on va le faire. Parce qu'on est des suivistes dans ce cas-là, et qu'on ne bougera jamais. Donc je pense au contraire que il y avait un grand philosophe qui disait, quand mes élèves réussissent leurs examens, je commence à me poser des questions. Je comprends très bien. En philosophie, il a raison. Alors évidemment, vous allez dire, oui, comme ça c'est joli, c'est un joli mot, mais n'empêche que c'est ma vie, c'est avec ma vie qu'il joue, et que moi, si je rate mes examens, je deviens rien du tout, et ça ne marche pas. Et je le comprends aussi. C'est pour ça que je ne peux pas être péremptoire et dire, non, soyons nobles, faisons ce qu'on veut. Mais je peux répondre à cette question des élèves, même si elle n'est pas formulée vraiment, en disant, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord parce que il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un élève qui, à mon cours, me dit Daniel, je vais présenter le concours d'entrée du conservatoire, est-ce que vous pourriez me faire travailler le concours d'entrée? Mais non, bien sûr que non. Je peux te faire travailler. C'est tout. Inventer les choses les plus belles du monde, les plus folles du monde, les plus fortes du monde, déplacer toutes les montagnes du monde. Et si ça a le bonheur de plaire à un jury, d'autre part aléatoire et assez minable, pour l'entrée du conservatoire, tant mieux pour toi. Mais moi, je ne vais pas me mettre à essayer de leur faire plaisir. Enfin, voilà, quand on a le bac, je ne vois pas pourquoi on essaie de passer le BEPC. Donc je réponds non, je refuse de faire ça. D'accord, voilà, bon, c'était pour cette incursion dans votre carrière d'acteur et notamment d'acteur de cinéma. Maintenant, j'aimerais entamer un nouveau chapitre sur votre activité de metteur en scène, et pour cela, j'aimerais qu'on regarde un extrait d'une mise en scène de Don Juan. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh là! Oh l'homme! Oh mon compère! Oh l'ami! Un petit mot s'il vous plaît! Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que depuis quelque temps il y a des voleurs, ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelques mots,
Ah, ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Et prie-le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4 et 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques, un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne, si tu jures. Tiens. Et il faut jurer. Monsieur... À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Prends, le voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va, je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. On vous a bien sûr reconnu dans le rôle de Don Juan avec Christian Reich, acteur de la Comédie Française. Donc, on vous donnera l'occasion de parler de développer sur cette mise en scène. Mais d'abord, on aimerait vous poser des questions sur votre activité de metteur en scène. Donc tout simplement, en première question, est-ce que selon vous, il faut avoir été acteur avant de pouvoir se permettre de s'envisager metteur en scène? Non, bien sûr que non. L'histoire aussi bien du théâtre que du cinéma pullule de noms de metteurs en scène qui n'ont jamais été acteurs. Mais c'est mieux. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux parce qu'on sait de quoi on parle. À tout point de vue. Parfois certains acteurs, alors là je le dis de manière anecdotique, parfois certains acteurs me disent « Ah ben non, on ne peut pas faire ça ». Et je leur montre que oui, je le fais devant eux. Ah bon, alors on peut le faire. D'accord. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà ça, ça donne une assise. D'autre part, je pense que les metteurs en scène qui n'ont jamais été acteurs, qui n'ont jamais eu le trac comme acteur, le trac d'acteur, c'est pas le même que celui des autres. Hein. C'est un trac où on risque tout son corps. C'est pas rien, c'est très différent que celui de l'appréhension que peut avoir un réalisateur ou un metteur en scène parce qu'il espère que ça va être bien ce soir, etc. etc. Le trac d'acteur, c'est autre chose. C'est comme si on allait mourir si ça ne marchait pas. Et je pense que les acteurs, enfin quand on a été acteur, on fait une mise en scène, j'allais dire, immanente. C'est-à-dire que ça vient de ce qu'on croit formidable à jouer. Alors que les metteurs en scène, je le remarque en tout cas, qui n'ont jamais été comédiens ou acteurs, ceux-là font des mises en scène de l'extérieur, de manière plus transcendante, en quelque sorte. Enfin, les mots sont lourds, mais bon, ils restent vrais. Et donc ils peuvent demander des choses, faire des choses qui sont beaucoup plus venues de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'elles soient moins bonnes. D'ailleurs, parfois, il faut venir de l'extérieur, venir de l'hétérogène absolu, venir de là où on ne nous attendait pas. Et tant mieux. Mais pour que ça prenne, il vaut mieux se dire et quel effet ça fait dans l'intériorité de celui que j'ai en face de moi. Voilà. Donc, je préfère, moi. Mais ce n'est pas obligé, bien sûr. Enfin, on le sait bien, nous le savons tous. Et alors, j'aimerais vous poser une question sur la direction d'acteur et interroger peut-être le terme direction. Est-ce que vous pensez qu'on dirige un acteur? Est-ce que vous pensez que le lien entre directeur d'acteur, metteur en scène et comédien est un lien hiérarchique? Moi, je ne fais pas une très grande différence entre directeur d'acteur et metteur en scène, pour la bonne raison qu'un metteur en scène qui ne serait pas directeur d'acteur n'est pas, à mes yeux en tout cas, un metteur en scène. Mettre en scène, c'est faire 1000 choses.
C'est inventer un monde, une scénographie, inventer un monde, écrire un monde, bien sûr. Mais dans ce monde, il y a des gens, et ces gens-là, il faut les diriger. Ça fait partie du job, si j'ose dire. Je dis ça parce qu'il a pu arriver que je vois de jeunes cinéastes avoir des idées magnifiques, ils venaient souvent de la Fémis ou je ne sais quoi, et ils avaient des idées formidables, vachement formelles, ils avaient pensé quelque chose, c'était pas n'importe quoi. Sauf que devant un acteur, ils avaient l'air d'une poule qui a trouvé un couteau. Ils ne savaient rien leur dire, à part vas-y quoi, sois plus vrai. Enfin, franchement. Et ça, c'est non seulement dommage, mais un peu lamentable. Donc je pense que directeur d'acteur, ça fait vraiment partie du travail. Vous le savez aussi bien que moi, un jour, Orson Welles parlait devant des étudiants, et puis les étudiants, vous savez ça, hein, les étudiants lui ont posé 1000 questions sur la focale, sur le cadrage, sur 1000 choses. Et alors, quand vous faites des contre-plongées comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et puis il a fait un peu comme Charles de Gaulle, il faisait avec les journalistes. Il a dit, posez-moi toutes les questions d'abord, et puis je répondrai globalement. Je ne répondrai pas un par un. Et quand il y a eu toutes les questions finies, il leur a simplement dit, enfin pas que ça, mais il leur a dit, allez au théâtre. Allez au théâtre. Aller au théâtre, ça ne veut pas dire simplement que je serais en train de célébrer un autre art que celui qui vous intéresse. Le cinéma m'intéresse presque autant. Je dis presque parce que j'en fais moins, j'en fais plus même, mais presque autant que le théâtre. Et il m'a intéressé autant que le théâtre, vraiment. Mais je pense aussi que le théâtre est une sorte de matrice. Et que si on n'y va pas, si on n'aime pas ça, si on ne peut pas imaginer le monde qu'on est en train d'inventer quand on est metteur en scène ou réalisateur, quand on est réalisateur, si on ne peut pas imaginer ce monde sans caméra, alors c'est moins bien. Je ne dis pas que la caméra soit superflue, qu'elle vienne en plus. La caméra elle-même est une arme d'écriture, bien entendu. Et donc, la caméra, c'est le cinéma même, bien sûr. Et pourtant, il faudrait pouvoir l'imaginer comme en répétition sans rien, juste des comédiens. Si on arrivait à ça, et certains metteurs en scène arrivent à ça, alors quand tout d'un coup ça s'écrit vraiment avec une caméra, non pas parce que la caméra serait témoin de ce qui s'est passé théâtralement, bien sûr que non, elle ajoute, elle est performative, elle réinvente tout, bien sûr, mais elle réinvente quelque chose qui a déjà une force, en quelque sorte. Eh bien, je crois que ça changerait tout. Et moi, je trouve que si certains cinémas non français, alors je vais peut-être pour vous déplaire quand je dis ça, mais si certains cinémas non français, qu'ils soient asiatiques ou américains, sont parfois bien supérieurs à la production moyenne de la France, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de temps en temps un film génialissime en France, bien sûr, hein, mais eh bien, si c'est le cas, et je crois que c'est le cas, je crains que ce soit le cas, c'est beaucoup de ce qu'en France, on a perdu l'habitude de diriger les acteurs. Alors justement, je pense aux étudiants qui sont présents dans la salle et qui veulent faire des films. Et souvent, quand on commence à faire des films, si on n'a pas été acteur soi-même, on ne sait pas comment parler aux comédiens. Donc avant même de parler de direction d'acteur, est-ce qu'il y aurait des conseils à donner à quelqu'un qui fait son premier film dans le rapport à instaurer avec les acteurs qui seront dans son film? Ben déjà, aller au théâtre, premièrement. Aller au théâtre, même pour voir des merdes, hein, parfois on perd son temps. Hein. Moi je vais au théâtre de temps en temps, évidemment, et je vous assure que 5 ou 6 fois sur 10, ce qui est énorme, je m'ennuie à mourir, j'ai envie de mourir, et je rêve de ne pas y avoir été, et d'avoir été au restaurant pour manger un bon truc avec ma femme, et voilà, plutôt que de cette connerie totale. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même très très bon pour la santé. D'abord parce qu'on apprécie encore mieux la pièce géniale qu'on risque de voir aussi, le lendemain, ou le surlendemain, et puis parce que de toute manière, c'est pas forcément parce que ça nous a plu qu'on a progressé, qu'on a appris quelque chose. Comme vous le savez, c'est exactement comme en cours. Hein. Un jour, je parlais avec Maurice Béjart, et Maurice Béjart me racontait qu'il avait été élève de Roland Petit. Et Roland Petit le méprisait, le détestait. Et donc un jour, Roland Petit a dit à tous ces jeunes danseurs, dont Maurice Béjart, faites-moi une petite chorégraphie, chacun de 5 minutes. Alors tout le monde y a été de sa petite chorégraphie, et Maurice Béjart aussi. Et Roland Petit se tapait sur les cuisses en hurlant de rire, et lui a dit, mon pauvre Maurice, tu seras peut-être un jour danseur, mais tu ne seras jamais chorégraphe, ça je préfère te le dire.
Et c'est devenu Maurice Béjart. C'est-à-dire que... Et Béjart disait, j'ai plus appris avec Roland Petit, avec cette phrase d'une grande méchanceté, qu'il avait détruit pendant 15 jours, qu'avec d'autres professeurs formidables qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé. Mais c'est ça qui m'a fait du bien, en quelque sorte. Donc, aller au théâtre, même quand c'est nul, c'est formidable. D'une part, et d'autre part, c'est une question d'imagination. C'est une question d'imagination. Il faut entrer à l'intérieur de quelque chose. S'il n'y a pas d'intériorité, il ne se passe rien. Alors, intériorité est un mot un peu valise, un peu ouvert, un peu facile, mais ça ne veut pas dire psychologie du personnage, etc. Hein, ça veut dire intériorité. Ça veut dire les fantômes et la nuit en nous, la nuit en chacun de nous. Eh bien voilà, il faut oser arpenter cette nuit, là où on ne sait plus ce qui se passe. Et tellement l'aimer, et tellement inventer de choses, qu'après, quand on a un acteur, on lui parle de la nuit, on lui parle de sa nuit, tout naturellement. On sait ce qu'on veut, en quelque sorte. Souvent, le film en tout cas de certains jeunes qui faisaient des films avec les élèves du conservatoire, leur disaient va là, ne bouge pas à ce moment-là, non, regarde là. Enfin, des choses qui sont peut-être nécessaires sans doute, mais d'abord qui ne développaient aucun désir, aucun plaisir, aucune envie. Et au bout d'un moment, les élèves du conservatoire s'ennuyaient à mourir et voulaient arrêter ça. D'ailleurs, je crois que ça s'est arrêté à un moment parce que ça ne marchait plus et qu'ils en avaient marre de ne rien apprendre des autres jeunes qui pourtant avaient à peu près leur âge et ils auraient pu se passer des choses formidables. Mais ils n'avaient pas assez d'intériorité, tout simplement. Oui. Donc cultivons l'intériorité. Et comment on fait ça? Eh bien, tomber amoureux très souvent, lisez plein de romans, enfin voilà. Alors, j'aimerais continuer sur la direction d'acteur et l'enseignement, parce que vous êtes aussi enseignant. J'aimerais savoir quelle part attribuez-vous au travail physique, en particulier dans le travail et la formation de l'acteur. Alors là, là encore, c'est difficile de répondre, parce que, enfin de répondre simplement, parce que, bon, j'ai l'âge que j'ai, et quand j'ai commencé à faire du théâtre, majoritairement, en tout cas au conservatoire, puisque je suis entré comme élève au conservatoire, quand j'ai commencé à faire du théâtre, les gens étaient à peu près immobiles face publique, la main sur le cœur, en train de déclamer une tirade en disant qu'ils aimaient leur copine. Et du coup, j'ai milité, quelques copains à moi, bien des metteurs en scène venus d'ailleurs, hein, on n'a pas inventé ça dans les années 70, mais ça avait commencé dans les années 60 et même un peu avant encore. Et puis Vitesse, tout simplement. Mais nous militions, enfin je militais en tout cas de manière très très véhémente, pour le corps. Je prononçais le mot corps toutes les 3 minutes, on faisait mais le corps va faire ça, etc. Et on était tous à se rouler par terre, à faire des trucs incroyables et tout ça. Maintenant ça me gonfle un peu. Je vais vous dire pourquoi, parce que je me lasse, peut-être que je ne parle que d'une infirmité personnelle, ou quelqu'un, oubliez-la, n'a aucun intérêt. Mais je me lasse des mots trop usés. Par exemple, le mot projet, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est un des plus beaux mots de la langue française, un projet. Vous voyez? Mais là, maintenant, alors c'est le projet, tu vois, de... Oh, non, pitié, je ne veux plus entendre ce mot de merde. Voilà. Et il n'y en a pas qu'un. Il y en a 45 ou 70 en ce moment. Des mots comme ça, usés jusqu'à la guinde. Il ne faut pas dire le mot sur une scène. Eh bien, le mot corps maintenant me sort par les yeux. Et j'en ai un peu marre. Et souvent, il est l'alibi du fait qu'on ne sait plus parler. Donc ça m'énerve. Bien sûr qu'à un moment où tout le monde était dans la déclamation, avec des longues, des brèves, des allitérations, des assonances, des rythmes de phrases et tout ça, et qu'il n'avait pas de corps, il était légitime de militer pour que le corps exulte, pour que le corps arrive. Mais maintenant, les gens, ils vont faire ça, on lui dit, attends, on arrête tout et tu essaies de parler français d'abord, pour commencer. Voilà. Et moi, je vois, par exemple, j'ai une fille qui ne s'appelle pas Mesguich, donc, et je ne vous dirai pas son nom, mais qui a fait beaucoup de télé, un peu de cinéma, mais beaucoup de télé. Et c'est une spécialiste maintenant des castings, et elle sait ce qu'il faut faire pour faire un casting. Pour faire un casting, il faut avoir beaucoup de followers, ça c'est la moindre des choses, sinon vous n'avez pas le casting. Mais d'autre part, il faut parler comme ça, quoi. Il faut dire salut, je dis rien, ça va, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que si vous articulez mal,
on va vous dire « Ah, c'est formidable, tu le tiens là !» Mais si vous parlez français, si vous dites « Bonjour, ça va ?» Oh là là, théâtral, non, non, allez dehors, dehors. Suivante. Voilà. Et donc elle a compris, elle articule mal, elle fait tout mal et elle est prise. Donc moi, ce que je crois, c'est que maintenant, le corps, je m'en fous un peu. Et parmi mes élèves, je les vois de temps en temps se rouler par terre, je n'empêche pas d'autre part, hein, tant mieux si ça existe, évidemment. Et de temps en temps, moi-même, malgré ce que je dis ce soir, je pousse à quelque chose de physique incroyable. Mais d'une manière générale, je pense que tout vient du texte. Et que il y a texte et texte. Il y a le texte comme une écriture qui traverse en le brûlant le corps de l'acteur, c'est celui-là que j'aime. Et puis il y a le texte qui est une espèce de discours, qui est de la rhétorique. Ça, j'aime pas, évidemment. Si c'est juste pour faire des discours, c'est pas ça qui m'intéresse dans l'art dramatique. Mais le texte qui brûle, le texte qui vient d'ailleurs, parce qu'un acteur de théâtre, mais un acteur de cinéma peut-être aussi, enfin pas tout à fait, sans doute, mais un acteur de théâtre en tout cas, presque sûrement, je parle du vrai théâtre, celui où il y a des choses écrites, quoi, pas les singeries ou les mimes de la réalité quotidienne la plus banale. Eh bien, quand on est au théâtre, on ne parle pas. Un acteur ne parle pas. Jamais. Un acteur dit de l'écrit, vit de l'écrit, souffre de l'écrit, souffre même, en jouant sur les mots, d'un certain « c'était écrit », d'une fatalité en quelque sorte. L'écriture d'un autre, en général d'ailleurs, le précédera toujours. Et c'est son rapport au présent, à ce « c'était écrit », qui fait, pour moi, la valeur de l'art dramatique. Rien à voir avec la parole spontanée qui ressemble à la shampouineuse dans le métro qui dit que samedi son copain ne l'a pas appelé. Vous voyez, donc c'est un autre monde quand même que je défends. Et donc le corps, pour revenir au corps, m'intéresse bien évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait sans corps? C'est le corps. Nous sommes un corps. Je suis un corps, vous êtes un corps. Donc évidemment le corps. Mais j'en ai assez de le dire. Et bien justement, vous avez un peu devancé la prochaine question, qui était à propos du texte, précisément. On a lu beaucoup de choses sur la manière dont vous travaillez le texte. Donc, en quelques explications pour les étudiants, la manière de travailler le texte pendant les répétitions. Je vais dire une chose que je répète parfois, oui. Pour moi, les grands acteurs sont ceux qui ont de grandes oreilles. Tout acteur qui, contrairement à M. Spock, n'aurait pas de grandes oreilles, pour moi n'est pas un grand acteur. Grande oreille, ça veut dire comme la chauve-souris, vous savez, qui peut entendre loin, loin, loin dans les phrases, loin qui peut même déceler la petite porte dérobée qu'il y a dans la phrase, au fin fond de la phrase là-bas, et puis qui la pousse, et puis qui va commencer à arpenter un corridor jamais foulé par l'homme, etc., etc. C'est-à-dire que quand on entend le sens second, le sens troisième, le sens quatrième d'une phrase, alors ça devient formidable. Je ne sais pas comment dire ça. C'est l'interprétation même. Par exemple, il y avait une scène hier d'une jeune actrice à mon cours qui devait dire bonsoir. C'était dans l'Isistrata de Aristophane, vous voyez. Et Aristophane, enfin l'Isistrata donne rendez-vous à, mettons, 3 h du matin à toutes les femmes de la ville pour dire on va faire la grève de l'amour parce que les hommes sont tout le temps en train de faire la guerre et ça commence à nous énerver sérieusement. Donc on ne fait plus l'amour avec eux et vous allez voir qu'ils vont se plier à notre jugement. Et donc elle réunit toutes les femmes. Et les femmes ne savent pas pourquoi elles sont réunies à 3 h du matin par Lysistrata. Donc il y en a une qui vient et qui entrait en disant bonsoir Lysistrata. Et je lui dis que veut dire bonsoir? Alors elle me regarde. Bonsoir, bonsoir ça veut dire bonsoir, quoi. Qu'est-ce qu'on ne va pas chercher midi à 14 h, si j'ose dire. Bonsoir, c'est bonsoir. Je dis non, bonsoir, ça peut vouloir dire pourquoi tu nous réunis à 3 h du matin? Et ça change tout. Ou bien c'est bonsoir, ça veut dire je te souhaite une bonne soirée, ou bien c'est bonsoir, Lysistrata, mais en sous-entendant pourquoi je suis là. Et voilà comment une phrase veut en dire une autre. C'est un exemple. Mais on peut aller plus loin encore. Dans Don Juan, que vous venez de voir, c'est un exemple que je donnais souvent. Vous savez qu'après une grande tirade de libertinage en amour, Don Juan termine en se tournant vers son valet Sganarelle et lui dit « Qu'as-tu à dire là-dessus » Et Sganarelle répond « Ma foi, j'ai à dire que je ne suis pas d'accord avec vous, etc., etc., etc. » Et donc,
Que veut dire ma foi? Ben, ma foi, ça veut dire ma foi, hein, c'est ma foi, quoi, c'est comme un juron. Pas forcément, pas forcément. Don Juan n'arrête pas de prôner un certain athéisme, et il lui répond, ma foi, ben, ça mérite attention. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire. C'est possible. Je ne dis pas que ce soit ce qu'a écrit Molière, mais c'est possible. C'est écrit. Si Molière avait parlé, il aurait peut-être dit le contraire, mais il n'a pas parlé, il a écrit. Et l'écriture, c'est libre. Je fais ce que je veux. Je peux entendre le sens premier, le sens second, le sens troisième, tant que je veux, à l'infini. Eh bien, moi, je décide, dans cette pièce, de faire jouer Christian Reck en le faisant répondre « Ma foi, j'ai à dire ». Et voilà une opposition totale, tout d'un coup, du valet avec Sganarelle. C'est ça le texte. C'est-à-dire, le texte, ça veut dire, ça ne veut pas simplement dire bien le prononcer, ça veut dire bien l'entendre. Et quand on l'entend bien, alors on le prononce bien aussi, bien sûr. Bien sûr que j'aime les allitérations et les assonances. Bien sûr que je suis capable d'entendre même tout d'un coup plein de mots d'une seule syllabe, comme ça, comme un collier dont le fil se couperait et les petites perles tomberaient l'une après l'autre, comme ça, toc, 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 toc. Bien sûr, c'est même magnifique, c'est de la musique, c'est le monde même, c'est une chose secrète. On n'a pas le temps là, mais je pourrais vous faire un tout petit topo sur les alexandrins pour vous montrer à quel point le rythme d'un alexandrin peut dire le contraire de ce que disent les mots de ce même alexandrin. Et c'est ça qui fait la valeur, inconsciemment les gens le ressentent un peu, mais ils ne le savent pas, de la plupart des textes de Jean Racine. C'est parce que le rythme tantôt épouse, tantôt divorce avec le sens des mots eux-mêmes. Donc tout ça, ça m'intéresse parce que c'est le b.a.-ba de l'interprétation. Interpréter, ça veut déjà dire j'entends et je peux rendre, transmettre ce que je viens d'entendre au-delà de ce qui m'a été donné. Je le transforme, mais au sens d'un essai transformé au rubis. Je le fais plus grand encore. Eh bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer. L'image suivra, comme l'intendance pour De Gaulle. Donc alors, pour revenir un petit peu au cinéma, et plus particulièrement à une expérience que vous avez eue l'année dernière, puisque vous avez tourné dans un film en réalité virtuelle. Ah oui. Donc, de par cette participation à ce film, vous faites déjà partie de ce qui pourrait être l'avant-garde du cinéma. Je croyais que ça ne se saurait pas. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Que pensez-vous de cette technologie? Et est-ce que vous pensez qu'elle puisse être l'avenir déjà technologique du cinéma? Et aussi, est-ce qu'elle marquerait une étape dans le cinéma en tant qu'art? Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? Je ne veux pas être désobligeant envers le réalisateur qui a fait ce film, qui a cru en ce film, qui croit en ce film, enfin en ce film ou en d'autres qu'il va faire, parce que c'est un film très court, et avec lequel je me suis très bien entendu, etc. etc. Donc voilà, je ne vais pas dire maintenant « Oh, j'aimais pas ça », alors que pendant que je le tournais, j'aimais faire ça. Donc je dis « J'aimais faire ça », aujourd'hui encore. Mais au fond de moi, je pense que c'est à la fois passionnant, mais techniquement seulement. La technique, alors je ne vais pas faire des topos à la Heidegger pour vous parler de la technique par rapport à la pensée, mais la technique, là, je n'en serais incapable, mais la technique, elle crée sa propre idéologie en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la technique. À la fois, c'est passionnant, et en même temps, ça crée quelque chose. Ça ne peut pas être neutre. Alors, on croit que la technique, c'est en plus. Tant mieux, il y a une bonne technique en plus de ce qu'on fait. Non, pas en plus, à la place d'eux. Et c'est ça le problème. Et la 3D, évidemment, si je dis non, c'est pas bien, je vais avoir l'air de celui qui disait la Tour Eiffel, c'est horrible, enlevez-la, enfin, du passéiste, c'était mieux quand c'était en 2D, enfin, etc., etc. Donc je ne vais pas me couvrir de ridicule et dire il y a un progrès technique, non, c'est nul. Bon, tant mieux, c'est bien, formidable qu'il y ait un progrès technique. Mais, et d'ailleurs, j'adore quand il y a, vous savez, la pub là, des lettres qui vous viennent à la gueule UGC, là. Je trouve ça formidable, j'adore ça. Mais, ça me fait peur à chaque fois. Mais, et pourtant j'ai l'habitude. Mais je pense aussi que ça crée quelque chose qui remplacerait une chose plus intéressante. Ça risque en tout cas de remplacer quelque chose
qui serait plus intéressant. Vous voyez, par exemple, à un moment, il y avait les choses interactives, comme ça. Enfin, il y a des années maintenant, vous êtes né dedans, mais j'ai connu l'avènement de ça, l'arrivée de ça. Et je me souviens qu'il y avait un débat un jour, et un type disait, c'est formidable, parce que vous voyez, vous avez cet engin-là, eh bien, il y a une pièce de Shakespeare, vous pouvez la mettre dans l'ordre que vous voulez. Vous prenez Hamlet, par exemple, et vous mettez la mort de Gertrude avant celle de Claudius, enfin voilà, et c'est formidable, parce que du coup, vous agissez, vous co-signez avec Shakespeare, etc. Je trouve ça débile. Mais je trouve ça débile. C'est-à-dire qu'en tant que prouesse technique, chapeau, formidable, je trouve ça génial. En tant qu'art, c'est nul. Mais c'est tellement mieux Shakespeare. C'est tellement mieux que la connerie que va inventer le lecteur qui n'y connaît rien, etc. Donc voilà. Et donc là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et l'immersion, elle sert à quoi? L'immersion 360 degrés. Elle sert à... Parce que c'était ça aussi. Elle sert à... C'était Clémenceau à l'Assemblée nationale. Et il y avait les députés, vraiment. Alors je jouais Clémenceau, il y avait les députés partout. Mais c'est pour faire quoi? Pour faire croire que c'est vrai? Quel est le but? Comment ça marche? Je ne sais pas. Alors si c'est au service d'un art suprême, tant mieux. Si c'est au service simplement d'une immersion pour vous faire croire que vous êtes à l'Assemblée nationale en telle année, je trouve ça débilissime. Parce que le frontal, je parle de 360 degrés, hein, le frontal, c'est ce qui permet le discernement. Je regarde en face de moi et je commence à analyser, à comprendre, à voir comment ça marche. Ce que j'ai en face de moi. Si j'en ai partout autour de moi, je vais peut-être être ému, je ne sais pas quoi, mais je ne vais rien comprendre au monde. Vous voyez. Donc un livre, par exemple, s'il s'écrivait devant vous et derrière vous aussi, vous ne pouvez pas le lire. Enfin, vous voyez, un livre, il faut qu'il soit en face de vous. Voilà, donc moi je trouve que le frontal, c'est mieux. Mais encore une fois, je ne veux pas avoir l'air passéiste. Alors, peut-être qu'on va bientôt passer la parole à la salle. J'avais une dernière question à vous poser. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises que pour vous, le théâtre était par essence élitaire, dans le sens où même une pièce de théâtre qui a beaucoup de succès ne peut réunir en un même lieu autant de personnes que pour une retransmission, par exemple, d'un match de football à la télévision. Ça, c'est sûr. Et donc, quelle est la nécessité du théâtre? Est-ce que c'est quelque chose d'élitiste? Quelle serait la différence entre l'élitaire et l'élitisme aujourd'hui? Les étudiants voulaient vous poser la question, je me fais leur interprète, si l'avenir du cinéma n'était pas dans le théâtre aussi, puisque de plus en plus il y a la question dans le cinéma de comment faire exister les films en les accompagnant et pas simplement en laissant les films se défiler tout seuls. Donc la salle de théâtre, c'est quel est son enjeu dans la société et culturellement aujourd'hui, et socialement aussi. J'en sais rien. Hein. Ce que je sais, c'est que... Mais je ne veux pas dire ça à des jeunes, mais c'est que ça va mal. C'est que ça va très mal. Parce que Alors, prenons le cas du théâtre, élitaire. Bon, d'abord, il y avait cette phrase très jolie, hein, qui est un oxymore d'Antoine Vitesse. Quand il était à Chaillot, il avait dit « Il faut faire un théâtre élitaire pour tous ». Oxymore, c'est une formule, évidemment. Ça voulait dire, je suis sûr, dans sa bouche, pour tous, bien sûr, mais pas populaire pour tous, parce que populaire, ça veut dire commercial, en réalité. Est-ce que vous croyez que les gars des chaînes les plus banales de notre télévision vont vous dire, nous, on fait un truc commercial? Ils ne vont pas vous dire ça, ils vont dire, on fait un truc populaire. Vous voyez, c'est le synonyme. C'est le joli mot pour le vilain, pour cacher le vilain. Enfin, le vilain, ce qu'il croit être le vilain. Et donc le théâtre populaire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il plaît à tout le monde, dans l'état où est tout le monde. Mais ils sont dans un piètre état. On ne va pas leur montrer ça. Vous imaginez un programme de la classe de 5e au collège, populaire? Non, 5e. C'est difficile pour les 6e qui arrivent. Ils arrivent de 6e, donc le programme de 5e, c'est plus dur que ce qu'ils connaissent. Et bien c'est comme ça qu'ils vont pouvoir aller en 4e après. Sinon, si on leur fait la 6e alors qu'ils viennent de 6e, toute la vie on leur fera la 6e et ça sera des crétins. Donc voilà. Eh bien je pense que le théâtre doit être élitaire, comme le disait Antoine Vitesse, parce qu'il doit toujours être un peu plus fort que l'état ambiant, pour qu'on passe dans la classe supérieure, si j'ose dire. Eh bien,
Donc élitaire pour tous, mais pour tous quand même. Alors pourquoi pour tous? Eh bien pour tous parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrières autres que la curiosité ou l'absence de curiosité, etc. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait de barrières économiques. Que le théâtre coûte le moins cher possible, qu'on ne puisse pas rencontrer quelqu'un qui dise « je mourrais d'envie d'aller voir ça, mais je n'avais pas l'argent ». Voilà, donc c'est pour ça que c'est pour tous, mais ce n'est pas parce que tout le monde entrerait qu'on va jouer le dénominateur commun de tout le monde, sinon ça sera nullissime. Et d'ailleurs, tout le monde s'en irait, parce que c'est ça aussi qui se passe. C'est que, vous voyez, la différence entre le singulier, en réalité élitaire, ça veut dire singulier, et pour tous, ça veut dire commun. La différence entre le singulier et le commun est une différence très difficile. Vous le savez peut-être, à un moment, une grande maison d'édition française avait décidé d'éditer tout Nietzsche, tout ce qu'avait écrit le philosophe Nietzsche, tout, en raclant les fonds de tiroir, en prenant les moindres choses qu'il ait pu écrire, l'œuvre absolument intégrale. Et précisément, en raclant les fonds de tiroir, on est tombé sur un papier où il y avait écrit « J'ai oublié mon parapluie ». C'était de Nietzsche. Alors là, les gens ont dit « Non, attendez, d'accord, mais ça, c'est pas du Nietzsche. N'importe qui peut dire « J'ai oublié mon parapluie ». Enfin, on ne va pas éditer « J'ai oublié mon parapluie » sur une page. Enfin, c'est pas sérieux. Oublions le symbole freudien, bien sûr. Eh bien, le philosophe Jacques Derrida rappelle cette chose, qui est que « J'ai oublié mon parapluie », c'est précisément ce qu'il y a de plus Nietzsche qui soit. Là, c'est vrai. Quand il écrit, ainsi par les Zarathustra ou l'Antéchrist ou je ne sais quoi, eh bien, quand il écrit ça, il parle la langue commune. Une langue assez singulière pour être signée Nietzsche, mais quand même commune pour que les autres lisent, comprennent, analysent, achètent le livre. C'est commun, je parle la langue de tous, et la langue je ne l'ai pas inventée, elle me précédait, elle sera là après moi, c'est pas moi qui invente la langue. Donc il parle la langue de tous. J'ai oublié mon parapluie, ça c'est intime, ça c'est vraiment intime, ça c'est vraiment lui. Donc le vrai Nietzsche, c'est plutôt j'ai oublié mon parapluie. Et c'est le faux Nietzsche, ainsi par les Zarathustra. Vous voyez? Donc le singulier et le commun, c'est très compliqué à déceler. Je pense que si je voulais, par exemple, prenez le cas d'un poète maudit. Un poète maudit est très singulier. Il est seul, Artaud, je ne sais pas qui, Nerval, enfin, voilà. Je ne parle pas la langue de tous, je parle ma langue. Mais pas tant que ça. Il parle un peu la langue de tous quand même. Parce que s'il parlait vraiment sa langue, il ferait « Ah !» c'est tout. Enfin, vous voyez, s'il n'employait aucun des mots que les autres emploient. Donc en fait, maudit, mais pas tant que ça. Et s'il était très, 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 très maudit, eh bien plus personne ne le lirait. Donc il est maudit un peu pour qu'on l'achète, le livre, comme étant celui d'un poète maudit. Vous voyez ? Et maintenant, s'il parlait absolument la langue commune, alors là, s'il était trop singulier, ça ne marcherait pas du tout, on ne l'entendrait même pas. Mais s'il était absolument commun, le plus ouvert possible au monde, il serait tellement dilué, tellement rien, qu'on dirait, attendez, c'est ça que je ne vais pas acheter le livre de n'importe quel mec que je peux rencontrer dans le métro, c'est nul ce truc. Et ça ne marcherait pas non plus. Donc le plus commun, ça ne marche pas, le plus singulier, ça ne marche pas non plus. Il faut donc se promener là-dedans, entre le singulier et le commun. Et être assez singulier pour que le commun s'en aille pas, assez commun pour que le singulier ne soit pas absolument incompréhensible. Et c'est très, très difficile. Et c'est une question de dosage après. Quant à moi, j'essaie d'être plutôt plus singulier que commun. Mais j'essaie. D'abord, je ne sais pas si j'y arrive. Et d'autre part, c'est un choix presque politique. Moi, je crois que dans un monde où une certaine bêtise, ou en tout cas sottise, ou facilité, ou paresse, est érigée en reine, eh bien, je pense qu'on a intérêt à être le plus rigoureux, le plus pointu, le plus peut-être difficile possible. Non pas difficile pour perdre les gens, bien sûr, mais difficile parce que c'est pas donné, c'est pas naturel, c'est pas comme ça, c'est pas paresseux, il faut faire un petit effort. Tout le monde fait des efforts, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas moi qui le remarquais, c'est Roland Barthes, lorsque on l'accusait, Roland Barthes à l'époque, d'être élitaire, d'être un télo, d'être incompréhensible, de parler en jargon, d'être incompréhensible pour le commun des mortels, d'abord, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai que c'est incompréhensible, et c'est jamais vrai que le commun des mortels fait la loi, etc., etc. Mais bon, peu importe. Eh bien, il répondait, vous savez, moi, et puis il prenait un exemple dans le journal,
Alors le PAC, je ne sais pas quoi, etc., il avait découpé un petit morceau de journal qui parlait de rugby, qui était d'une difficulté, pour quiconque ne connaît pas le rugby, impossible, mais impossible à comprendre. Enfin, c'était une autre langue. Et il disait, voilà, ben pour moi, ça c'est le jargon. Chacun a son jargon. Il y a des jargons, on n'y peut rien. Mais il ne faut pas interdire un jargon, enfin ce qu'on appellerait un jargon de manière péjorative, parce qu'on ne le partage pas. Apprenez la langue. J'ai envie de dire aux spectateurs, apprenez la langue, apprenez notre langue. On ne dira jamais d'un Anglais qu'il est nul parce qu'il parle mal français. Eh bien, apprenez l'anglais. Apprenez cette chose qui vous est difficile, apprenez-la. C'est élitaire, apprenez. Apprenez, ça ne le sera plus pour vous. Mais si vous restez là où vous êtes, paresseusement, en disant « Oh ben non, sans aucun effort, j'y arrive pas », ben tant pis pour toi, mon pote. Voilà. Alors c'est peut-être une bonne transition pour passer la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il en voit une là tout de suite. Parlez fort pour qu'on vous entende. Vous avez dit tout à l'heure que l'emploi du mot personnage aujourd'hui n'a plus aucun sens, que dire incarner un personnage n'a plus aucun sens. Mais pour vous, c'est quoi le personnage? Selon vous, c'est quoi la définition d'un personnage? Qu'est-ce qu'un personnage? Non, je n'ai pas dit que le mot personnage n'avait aujourd'hui plus aucun sens, je ne me permettrai pas. Au contraire, je remarque, je constate que ça a énormément de sens pour beaucoup de gens. Je disais que moi, je n'y croyais pas au personnage. Mais je ne crois à rien, c'est ça le problème aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que, non, ce que je veux dire par là, c'est que la seule question est la question de la croyance. Un personnage existe si vous avez décidé d'y croire. Un personnage, c'est comme Dieu. Donc je ne vais pas vous dire ça n'existe pas, j'en sais rien, c'est votre problème, c'est pas le mien. Vous voyez, si vous dites non, Dieu existe, ben, d'accord, Dieu existe. Si vous le dites, c'est que c'est vrai pour vous. Voilà. Le personnage, si vous voulez y croire, croyez-y, hein, je ne m'oppose pas. Je dis simplement qu'on n'est pas obligé. Voilà. Parce que ce qu'on appelle un personnage. Parce qu'on n'a jamais vu un personnage. Vous voyez. Prenez l'exemple de. Moi, je trouve que Racine, pour ça, Jean Racine, il est très rigolo. Alors, vous allez me dire comment Racine rigolo, c'est des tragédies en alexandrin en plus. Oui, mais il est quand même rigolo. Par exemple, il y a un personnage qu'on ne voit pas, qui s'appelle Astyanax, comme vous le savez. Hein, c'est le fils d'Hector et d'Andromaque, dans Andromaque. Eh bien, Astyanax, moi je l'entends comme on dirait abracadabra, vous voyez, Astyanax. Mais ça n'existe pas. Et chaque fois, Andromaque dit, ah oui, mais je ne peux pas, Astyanax. Voilà. Alors il y a des gens qui y croient, ils disent, non, c'est un bébé, il existe. Enfin, non, vous l'avez vu, vous? Il ne parle même pas, il n'est même pas là. Mais Astyanax, c'est juste un nom, c'est juste des mots. Un personnage, c'est des mots. Regardez, vous prenez une pièce de théâtre, et il y a un tel qui parle avec un tel. Alors il y a toujours des profs ou des metteurs en scène qui vont dire, non, parce que tu comprends, là, le personnage, il est plutôt... non, il est plutôt triste à ce moment-là, quand il dit ça, et tout ça. Comme s'ils l'avaient rencontré, mais ils ne l'ont jamais vu, ils disent n'importe quoi. Mais de quoi est-on sûr? Cette femme, quand on a les dialogues, on n'a que les dialogues. Vous imaginez un monde où on n'aurait que les dialogues du monde, mais pas le reste? On aurait ce qui s'est dit, mais on n'aurait pas rien. On n'aurait rien. On n'aurait pas de physique, on n'aurait pas de regard, on n'aurait pas de gens, de chaises, on n'aurait rien. Juste scripter ce qui s'est dit. C'est ça, le théâtre. C'est ça un script aussi. Il y a juste ce qui s'est dit. Ce qui se serait dit, d'ailleurs. Alors comment? Qui? La fille qui a dit ça, elle est grande, elle est blonde, elle est petite, elle est grosse, elle est vieille, elle est jeune? On ne sait rien. Scénario à inventer, mais les dialogues ne le disent pas. Il y a juste ce qu'elle a dit. Comment? Dans le désert du Sahara, dans une chambre de bonne? On ne sait pas. Il y a juste ce qu'elle a dit. Avec méchanceté, avec gentillesse, avec amour? On ne sait pas. C'est juste, il y a juste ce qu'elle a dit. Vous voyez? Mais à partir de ce qui a été dit, ou de ce qui aurait été dit, on peut inventer un monde. Et quand on invente un monde, il y a ce qu'on appelle les personnages. Mais on l'invente, ça n'existe pas. C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'en vois une. Là. Vous avez... Donc, quand vous aviez parlé des problèmes que font face les directeurs d'acteurs, vous avez dit qu'une de ces solutions, ce serait de chercher la nuit en chacun de nous. Je pense que c'était ça. Et j'aimerais bien vous entendre plus sur ça, notamment pourquoi le mot nuit? Le mot nuit parce que c'est une métaphore pour dire l'inconscient, pour dire ce que je ne sais pas, ce qui n'est pas encore éclairé pour moi. La ténèbre en moi, le mystère en moi.
Moi, je crois que malgré l'idéologie dominante, qui est essentiellement sociologique aujourd'hui en Occident, en Europe et en France en particulier. Ouvrez la télé, le moindre penseur, je mets des guillemets énormes, le moindre penseur pour telle ou telle affaire, tel ou tel événement politique, etc., est un sociologue. Comme s'il n'y avait que ça à jouer. Et une grande partie de la production cinématographique française, à ma connaissance, je n'ai pas fait d'études de cette production et je ne vais pas assez au cinéma peut-être pour être aussi péremptoire, mais il me semble qu'une grande partie participe de la sociologie. C'est-à-dire que les films sont des films sociologiques, en gros. En gros, ce qui se fait, ce que vous risquez de faire si vous n'y prenez pas garde, c'est des films sociologiques. Voilà. C'est la société, quoi. Là, c'est tantôt la famille, tantôt le machin, tantôt les vacances, tantôt le truc, mais c'est toujours sociologique. Il a existé d'autres cinémas, il existera, j'espère, d'autres cinémas, il existe un tout autre théâtre, où ce qui compte, c'est aller le plus loin possible en le disant, le plus loin possible vers l'indicible, en le montrant le plus loin possible vers l'invisible, en l'entendant, en le faisant entendre le plus loin possible vers l'inaudible, vers le mystère en nous, vers le secret en nous, vers ce qui ne se donne pas facilement. Moi, je crois que c'est à ça que sert l'art. Pardon, c'est un peu lourd ce que je raconte là maintenant comme ça, mais si nous sommes des artistes, et je vous souhaite d'être des artistes avant d'être des cinéastes, si vous êtes des artistes, alors vous avez envie de vous diriger vers l'invisible par le visible, vers l'inaudible par l'audible, vers l'inintelligible par l'intelligible, vous voyez, mais vers le mystère, vers là où on ne sait plus, pour faire grandir l'intelligible, le visible, l'audible, vous voyez, pour aller plus loin encore dans la nuit. Voilà pourquoi je parlais de nuit. Mais je crains que aujourd'hui, une grande partie, alors la télé, n'en parlons pas, la télé c'est carrément le duplicata de l'engueulade dans la cuisine, du couple, mais je crains qu'aujourd'hui, par exemple, certains films, j'ai vu Joker, j'ai été voir Joker. Moi j'adore, je sais pas, peu importe, hein, je trouve ça génial, d'abord cet acteur est génial, et puis je trouve ce film passionnant. Je suis étonné que le cinéma américain, alors je vois bien que c'est les majors et que c'est tout fait pour ça et qu'ils font attention de ne pas faire sortir un autre film pendant qu'il y a celui-là, enfin je vois bien tout le commerce qu'il y a derrière, enfin je crois le voir. Mais je suis étonné qu'ils aillent aussi loin, parce que nous, on a eu Antonin Artaud, mais on ne sait pas le faire, le film sur Antonin Artaud. Eux, ils n'ont pas eu Antonin Artaud, mais ils savent le faire. Vous voyez ? Et je trouve que c'est formidable. Et là, on va vers la nuit en nous, avec Joker. Même si c'est pour rigoler, même s'il y a les Marvel derrière, mais n'empêche qu'on va vers la nuit en nous. Je trouve ça formidable. Et je me dis, c'est ça qu'il faudrait que la France, que l'Europe peut-être, entendent. C'est qu'il faut arrêter de faire des plis sur notre propre société, à nous regarder le nombril, et à aller vers loin en nous. Pas autre chose que nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On ne sait pas ce qu'il y a d'autre. C'est nous. Il y a nous. Alors nous, on se montre. Sauf que se montrer paresseusement, se montrer tel qu'on est visiblement, sans artiste, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce que fait une grande partie du cinéma, et même une grande partie, hélas, du théâtre. Mais je pense que ces arts-là sont faits pour aller, bien sûr en nous, mais loin en nous, là où on ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Et je crains que ce soit d'autres cinémas que le nôtre qui le fassent en ce moment. Voilà pourquoi je parlais de nuit. La nuit comme une chose magnifique à éclairer. Il faut éclairer la nuit. Alors, ce sera malheureusement la dernière question. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit juste avant le début des questions. Peut-être que j'interprète un peu trop littéralement votre franc-parler, mais vous disiez, justement, vous parliez de l'élitisme, et vous disiez, si vous n'avez pas envie d'apprendre le jargon, tant pis pour vous. Mais est-ce que, justement, il ne devrait pas y avoir quelque part, dans le théâtre et dans le cinéma, cette envie de prendre le public par la main et de dire, je vais t'apprendre le jargon? Est-ce que justement, de moins en moins de gens qui vont voir les films que ceux qui connaissent ce jargon? Non, bien sûr, je connais votre intervention par cœur, pardonnez-moi, hein, mais elle est légitime et je la respecte vraiment. Je la respecte vraiment et j'ai même, je dirais, une certaine tendresse pour elle, pour le dire bêtement. Et pas du tout de manière paternaliste, hein, entendez-le vraiment purement.
j'aime votre question, mais malheureusement, je suis obligé de vous répondre vertement, si j'ose dire. D'abord, je ne me fais plus avoir, à tort ou à raison, par celui qui va crier misère en face de moi. Non pas qu'il n'y ait pas des gens miséreux, misérables, qui méritent toute l'aide du monde et avec lesquels il faut lutter, etc. Ça, c'est évident. Donc c'est même pas la peine de revenir là-dessus, je le pense. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose d'un peu faux là-dedans. Par exemple, quand j'étais directeur du théâtre de Lille, j'ai été pendant 7 ans le directeur du théâtre national de Lille, il y avait des étudiants qui venaient me voir et me disaient « Monsieur, on ne peut pas aller chez vous, enfin, c'est trop cher ». Et les places, c'était, alors à l'époque, c'était peut-être en francs, je ne me souviens plus, mais enfin, quelque chose comme 5 francs la place. Enfin, je dis ça de mémoire, mais comme 5 € la place, quoi. C'était que dalle. Enfin, que dalle pour moi. Bien sûr qu'il y a toujours des gens pour dire 5 €, c'est énorme. Mais je crois que grosso modo, on peut dire que 5 €, on peut faire ce petit sacrifice, etc. Je ne parle pas des gens qui sont vraiment misérables dans la rue, qui mendient, etc. Mais je parle des étudiants que je voyais, ils avaient les 5 €. Et d'ailleurs, un jour où moi j'avais été assez impressionné par ce discours, j'entendais ça, je me disais, ben, peut-être que je ne me rends pas compte, peut-être que je suis un horrible bourgeois qui croit que 5 € c'est rien, alors qu'en fait c'est beaucoup. Je vois les mêmes étudiants qui étaient venus me voir dans mon bureau pour me parler de ça, sur la grande place de Lille, le théâtre était sur la grande place de Lille, en train de boire des coca et même des whisky. Je les voyais comme ça, qui ne coûtent pas 5 €, qui ont coûté 10, 12, 15. Mais 15 € pour un whisky, je ne dis pas 70 € pour un concert pop. Et 5 € pour le théâtre, alors 5 € c'était vraiment trop, c'était se foutre de la gueule du monde, c'est élitaire, etc., etc. Voilà, c'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut vraiment. Je n'ai pas répondu à la question, je l'amorce seulement, pardon, c'est un peu long. Je vois aussi des gens qui me disent « Ah, mais monsieur, j'ai pas les... Vous avez fait des études, moi j'ai pas ce bagage. » Quel âge il a? 40 ans, 50 ans, il se fout de ma gueule. 18 ans, je comprends. 18 ans, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, il a fallu qu'il travaille tout de suite et tout, ça je respecte à mort. 40 ans, qu'est-ce qu'il foutait en savate en train de regarder les films, en buvant des packs de bière, au lieu de lire un livre, bordel de merde. Et à 45 ans, à 50 ans, il continue à me dire j'ai pas été à l'école. Eh ben, t'avais 15 fois le temps d'y aller à l'école, mon pote. Même si tu es fatigué. Parce que moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué le soir. Mais je travaille quand même encore un peu. C'est-à-dire qu'il y a une paresse qui s'érige comme loi, qui dit « je suis paresseux et j'ai donc raison ». Et non, tu es paresseux, donc tu as tout à fait tort de l'être paresseux. Alors maintenant, sur prendre les gens par la main, je suis entièrement d'accord, évidemment. Je ne vais pas dire je vais donner des coups de pied au mec parce qu'il ne sait pas rentrer dans mon jeu. Bien sûr que oui, il faut prendre les gens par la main, le plus possible, tant qu'on le peut. Tant que ça n'édulcore pas, que ça n'abîme pas, que ça n'écorne pas, que ça n'anéantit pas le plus haut de ce que je veux faire. Mais il faut les prendre par la main. Mais nous sommes des artistes, nous. C'est comme si on demandait à un philosophe, appelons-le Emmanuel Kant ou Friedrich Hegel, c'est comme si on demandait à Kant, Monsieur Kant, c'est très difficile votre critique de la raison pure, vous savez. Vous ne pouvez pas faire un truc un peu plus simple, merde, pour les gens, quoi. Prenez-les par la main. Eh bien, Kant, il serait en droit de répondre, non. Moi, je vais le plus loin possible dans mon art, dans ma pensée. C'est des profs de philo qui doivent les prendre par la main, pas moi le philosophe. C'est les profs de philo qui doivent faire courroie de transmission, pas moi. C'est les journalistes, c'est 1000 personnes, c'est les professeurs qui doivent faire courroie de transmission, pas l'artiste. L'artiste, il fait ce qu'il peut le plus loin possible. Ce n'est pas à lui à être le pédagogue. D'autre part, quant à moi qui parle, je suis pédagogue. Mais je ne confonds pas. Quand je suis pédagogue, je prends les gens par la main. C'est le moindre des choses, c'est mon métier. Mais quand je suis metteur en scène, je suis metteur en scène dans l'absolu. J'essaie d'aller le plus loin possible dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que j'y arrive, mais le plus loin possible. Et si on me disait, mais vous n'avez pas pris les gens par la main, d'abord, quels gens? Vous voyez, on parle de théâtre populaire parfois. Et j'entends ça, bien sûr, évidemment. À Lille, il y avait des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Votre théâtre n'est peut-être pas assez populaire ». C'est un peu gonflé parce qu'il y avait toutes sortes de théâtres, toutes sortes de degrés, toutes sortes de différences. Dans la programmation, il y avait vraiment à boire et à manger pour tout le monde. Mais admettons. Il me disait « Votre théâtre n'est pas assez populaire ». Parce qu'il y avait un discours qui l'accompagnait, parce qu'on essayait d'être un peu intelligent autour des choses, quoi. Eh bien, si j'avais voulu me faire entendre à 100% par les gens qui me parlaient, j'aurais vraiment baissé la barre.
parce qu'il y en avait qui étaient pas de très haut niveau, ni intellectuels, ni voilà. Je dis, ah ouais, alors, je pas ce truc-là, j'ai rien compris. Vous savez, un jour, il y a une dame qui a été voir Picasso, qui lui a dit, il avait fait Picasso un tableau de sa chienne qui s'appelait Ouzbek. Et il avait exposé ça, comme il était au Parti communiste, Picasso, il avait exposé ça à Boulogne-Billancourt. Et il y avait plein d'ouvriers donc, qui venaient voir les œuvres du camarade Pablo. Et à un moment, il y a une dame qui vient voir Picasso qui lui dit je comprends pas. Je comprends pas votre truc, là. Vous appelez ça Ouzbek, votre chienne. Enfin, ça ressemble à tout sauf à un chien. Ça ressemble pas à un chien, ça. Vous dites c'est un chien, c'est pas un chien, ça ressemble pas du tout à un chien. Et il lui a répondu, madame, ça ressemble autant à un chien que le mot chien ressemble à un chien. C'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on veut voir, c'est le rapport qu'on peut avoir aux choses. Et moi, je pense que même si j'avais baissé la barre pour avoir le maximum de personnes, même les plus humbles, même les moins savantes de la société, il y avait à Lille, devant le théâtre, des punks avec des gros chiens comme ça, qui attaquaient de temps en temps les gens et qui faisaient pipi sur la porte du théâtre. Cela aussi, pourquoi pas, hein, j'ai rien contre quiconque, je ne suis ni raciste, ni machin, donc bien sûr, n'importe quel être humain. Cela aussi, il faut pouvoir leur parler. Putain, alors je ne vous raconte pas ce qu'il y a sur la scène, hein, ça devient une espèce de grosse merde sur la scène. Si vraiment il faut leur plaire à eux aussi. Vous voyez, on ne peut pas être populaire absolument, c'est un leurre, et je dirais même un mensonge qu'on se fait à soi-même. Je voudrais ne pas me mentir. Mais ce serait un beau mot de conclusion. Je voudrais vous remercier Daniel Mesguich d'être venu.